Dans les registres et les récits de l'âge d'or de la piraterie, Thomas Anstis apparaît comme une silhouette qui se découpe mal sur l'horizon, un nom, une poignée de dates, quelques lignes dans des dépositions, et puis cette fin brutale, presque intime, qui n'a rien du duel, héroïque contre un vaisseau du roi, vers 1690 pour la naissance, 1723 pour la mort. Entre les deux, l'océan comme unique certitude, et une époque où l'Atlantique est un grand marché flottant, une autoroute de bois, et de toiles, saturées d'argent, de sucre, de rhum, d'esclaves, de poudre, de lettres de change, de rumeurs, une époque où l'on peut devenir riche en une prise, ou disparaître en une nuit, sans autre épitaphe qu'un clapotis contre la coque. On ne sait pas grand-chose de l'enfance d'Anstis, et ce flou n'est pas une exception. Il est la règle. Les hommes de mer laissent peu de traces quand ils ne possèdent rien, quand ils changent de port comme on change de chemise, quand leur identité se résume à un prénom crié sur un quai, à une marque de couteau sur une table d'auberge, à une signature hésitante au bas d'un rôle d'équipage. L'Angleterre de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe est un pays qui regarde vers la mer avec une avidité nouvelle. Les guerres ont formé des générations de marins. Les chantiers navals tournent, les ports sentent le goudron chaud, le chanvre, la sueur, le poisson, la fumée de charbon. Les tavernes sont pleines de récits de prises et de naufrages. Et dans les ruelles, on croise des hommes qui boitent, des hommes sans doigts, des hommes qui ont vu la ligne de feu d'une bordée et qui savent ce que vaut une vie quand elle se négocie à la solde. Pour comprendre comment un Thomas Anstis peut émerger, il faut sentir la mécanique sociale de la mer. Sur un navire marchand ou un bâtiment de guerre, la discipline est verticale, brutale, codifiée. Le capitaine commande, les officiers transmettent, le matelot obéit, les coups de garcette tombent vite, la nourriture est comptée, le biscuit est dur, parfois vivant, l'eau croupit dans les barriques, le scorbut guette, les tempêtes arrachent des hommes comme on arrache des clous. Et pourtant, malgré tout, la mer attire, parce qu'elle offre ce que la terre refuse, une chance même infime de changer de condition. Un marin peut passer d'un pont glissant à une cale pleine de marchandises, d'un salaire misérable à une part de butin. Il peut aussi passer de la légalité à l'illégalité sans franchir de frontières. Il suffit d'un vote, d'un coup de main, d'un pavillon noir hissé au bon moment. La piraterie, au début du XVIIIe siècle, n'est pas seulement une bande de criminels romantiques, c'est un phénomène économique et politique. La fin de la guerre de succession d'Espagne en 1713 laisse sur les quais des milliers d'hommes habitués à la violence et soudain inutiles. Les corsaires, ces prédateurs légaux munis de lettres de marque, perdent leur justification. Les marins démobilisés cherchent du travail. Les armateurs baissent les salaires. Les capitaines marchands serrent la vis. Et dans les Caraïbes, dans l'Atlantique, les routes commerciales sont plus riches que jamais. Sucre de la Barbade, tabac de Virginie, indigo, cacao, peau, bois précieux, et surtout l'argent espagnol, ces pièces qui circulent comme du sang dans les veines de l'Empire. Là où l'argent circule, les prédateurs suivent. Thomas Anstis entre dans ce monde par la porte la plus commune, celle du marin ordinaire. On l'imagine d'abord comme tant d'autres, un homme qui sait grimper dans la mâture, ferler une voile sous la pluie, sentir au toucher. Si un cordage est fatigué, écouter le craquement d'une membrure et deviner si la coque travaille trop. Un homme qui connaît la hiérarchie des ponts, le gaillard d'avant où l'on travaille et où l'on se bat, le pont principal où l'on manœuvre, la dunette où l'autorité se tient, et en dessous, la cale où l'on entasse ce qui fait vivre le navire. Un homme qui sait que la mer n'a pas de morale, seulement des conséquences. Quand Anstis apparaît plus nettement dans les sources, c'est parce qu'il croise la route d'un capitaine dont le nom, lui, est gravé, au burin dans la mémoire maritime, Bartholomew Roberts, Black Bart. Un Gallois devenu le pirate le plus efficace, le plus redouté, l'un des plus prospères de son temps. Roberts n'est pas seulement un bandit chanceux, c'est un organisateur. Un homme qui comprend que la piraterie, pour durer, doit ressembler à une entreprise. Il impose des règles, il exige une tenue correcte, parfois même une forme d'élégance, il interdit certains excès quand il menace la cohésion, il sait choisir ses cibles, il sait quand frapper et quand disparaître. Et surtout, il sait que la peur est une monnaie, mais qu'elle doit être dépensée avec intelligence. Servir sous Roberts, c'est entrer dans une machine de guerre maritime. On ne parle pas ici d'un équipage qui se contente de courir après des barques isolées. Roberts capture des navires en série, parfois des convois entiers. Il opère sur une vaste zone, de la côte d'Afrique aux Antilles, jusqu'au Brésil. Il change de navire comme on change de monture, choisissant toujours le plus rapide, le mieux armé, le plus apte à porter des canons et à fuir quand il le faut. Ces hommes apprennent à manœuvrer vite, à charger une pièce d'artillerie en cadence,
à aborder sans hésitation. Ils apprennent aussi une autre chose, plus subtile, la politique interne d'un équipage pirate. Car un navire pirate n'est pas un navire de guerre. Le capitaine n'y règne pas par droit divin ni par commission royale. Il règne parce qu'on le suit, parce qu'on estime qu'il rapporte, parce qu'on pense qu'il protège, et parce qu'il respecte, au moins en apparence, un ensemble d'articles de bord, ces règles écrites ou récitées qui fixent les parts, les compensations pour les blessures, les interdits, les sanctions. C'est là que se joue une tension permanente. La piraterie se veut une révolte contre l'arbitraire des capitaines marchands et des officiers de la Navy. Mais elle ne peut survivre sans un minimum d'ordre. Un ordre fragile, négocié, toujours menacé par l'alcool, la cupidité, la jalousie, la peur. Roberts, lui, comprend cette fragilité et la retourne à son avantage. Il sait que la discipline n'est pas seulement une affaire de coups, c'est une affaire de partage. La table du butin, réelle ou symbolique, est le cœur battant du navire. On y pèse, on y compte, on y discute, on y mesure la justice interne. Un homme qui se sent lésé devient un danger, un homme qui se sent respecté devient un allié, et dans un monde où chacun porte un pistolet, où les lames sont à portée de main, où la nuit est longue et les nerfs usés par le sel, un danger interne vaut parfois plus qu'un ennemi extérieur. Anstice apprend dans cette école-là, il observe comment Roberts distribue les rôles, comment il choisit ses officiers, comment il maintient l'élan. Il voit aussi la part d'ombre, la violence nécessaire, les menaces, les exemples. Il voit des prisonniers trembler sous le regard d'hommes qui n'ont plus rien à perdre. Il entend les négociations à bord, ces moments où l'on décide du sort d'un captif, où l'on choisit de brûler un navire ou de le relâcher, où l'on recrute de force ou où l'on accepte des volontaires. Il comprend que la piraterie n'est pas seulement l'attaque, c'est la logistique. Trouver de l'eau douce, réparer une voile, calfater une coque, soigner des plaies infectées, gérer les vivres, écouler le butin dans des ports où l'on peut être trahi pour une prime. Et puis il y a l'atmosphère, celle d'un navire pirate en campagne. Le pont est un monde de bruit, le claquement des voiles, le grincement des poulies, le choc sourd des vagues contre l'étrave. L'air est chargé de sel et de fumée quand on tire au canon. La nuit, on dort serré, on rêve de terre, on se réveille au moindre changement de vent. Les hommes parlent fort, rient trop, se battent parfois pour une broutille. Les cartes sont grasses de doigts. Les dés roulent sur des planches inégales. Le rhum circule. Et au-dessus de tout, il y a cette conscience aiguë que la chance est une compagne capricieuse. Aujourd'hui, on capture un navire, chargé, demain on tombe sur un bâtiment armé ou sur une tempête qui vous démate. Dans cet univers, Thomas Anstice n'est pas encore le capitaine qui fera sécession. Il est un rouage, mais un rouage qui regarde déjà la place du conducteur. L'ambition chez un pirate n'a rien d'abstrait. Elle se mesure en part, en autorité, en droit de parole, en capacité à décider de la route, de la cible, du moment où l'on attaque. Sous Roberts, on peut devenir riche, mais on reste sous l'ombre d'un homme dont la réputation écrase tout. Roberts est le genre de capitaine qui attire les hommes compétents, et donc qui rend la concurrence interne plus féroce. Pour se distinguer, il faut être utile, courageux au combat, oui, mais aussi fiable. Capable de tenir une position, de mener un groupe à l'abordage, de garder la tête froide quand les mousquets crachent et que les éclats de bois volent comme des couteaux. Les sources ne nous donnent pas une scène précise où Anstice se révèle, pas de moment cinématographique où il sauve le navire d'un coup de génie. La réalité est plus lente, plus organique. Un homme gagne du crédit en répétant les mêmes gestes correctement, jour après jour, en étant là quand il faut, en ne flanchant pas, en sachant parler aux autres, en sachant aussi se taire. Sur un navire pirate, la parole est une arme. Elle peut calmer une querelle ou l'enflammer. Elle peut faire basculer un vote. Elle peut isoler un capitaine. Et Roberts, paradoxalement, offre à ses hommes une forme de stabilité, une stabilité criminelle, bien sûr, mais une stabilité quand même. Il y a des règles, il y a une stratégie, il y a une réputation qui ouvre des portes et en ferme d'autres. Quand un pavillon associé à Roberts apparaît à l'horizon, certains navires se rendent sans combattre. La peur économise des vies et des munitions. Elle accélère la prise, elle augmente le butin, et plus le butin est régulier, plus l'équipage est calme. Le partage devient un rituel. On compte, on divise, on compense les blessés. On maintient l'illusion d'une justice interne, une illusion nécessaire. Mais cette stabilité a un prix, l'effacement. Sous Roberts, on est un homme parmi d'autres, même si l'on est brave. Et pour quelqu'un comme Anstice qui veut être maître de son destin, cette ombre peut devenir insupportable. Il y a aussi une autre réalité. La piraterie attire des tempéraments difficiles, des hommes qui ont fui des dettes, des crimes, des humiliations. Des hommes qui supportent mal l'autorité, même quand elle est exercée par un pirate.
Roberts peut contenir ses hommes parce qu'il a du prestige, parce qu'il a du succès, parce qu'il sait punir. Mais tout le monde n'a pas cette aura. Et Huntstis, en observant Roberts, voit peut-être autant ce qu'il veut imiter que ce qu'il ne pourra jamais reproduire. Le monde autour d'eux change. Les autorités coloniales, les marchands, la Royal Navy, tous comprennent que la piraterie n'est plus une nuisance marginale, c'est une menace systémique. Les gouverneurs reçoivent des ordres, les primes circulent. Les pardons royaux parfois sont brandis comme des appâts. Rentrez dans le rang et votre passé sera effacé. Certains pirates acceptent, d'autres rient. Beaucoup hésitent, car accepter un pardon, c'est revenir à la pauvreté, à la discipline, à la peur du lendemain. Refuser, c'est continuer à vivre vite, mais avec une corde qui se resserre. Sous Roberts, on sent déjà cette pression. Les routes se surveillent. Les navires marchands s'arment davantage. Les capitaines reçoivent des consignes. Ne pas naviguer seuls, éviter certaines zones, se regrouper, engager des gardes. Les ports deviennent plus méfiants. Les receleurs, ces hommes qui achètent le butin, deviennent plus prudents, plus chers, plus traîtres. La piraterie, qui a prospéré sur la porosité des frontières et la corruption locale, commence à se heurter à une volonté plus ferme de nettoyage. Et pourtant, Roberts continue. Il continue parce qu'il est bon, parce qu'il a l'habitude de jouer avec le risque, parce qu'il sait que l'audace est parfois la meilleure défense. Il frappe vite, il se déplace, il surprend. Il choisit des zones où l'on ne l'attend pas. Il exploite les failles. Il sait aussi que la mer est vaste, que la Navy ne peut pas être partout. Cette confiance, cette impression d'invincibilité est contagieuse. Elle nourrit l'équipage. Elle nourrit aussi les ambitions individuelles. Huntstis, dans ce contexte, est un homme qui apprend à lire les signes. Le vent, bien sûr, les nuages, la couleur de l'eau, mais aussi les signes humains, la fatigue dans les yeux, la tension dans les voix, les murmures quand le butin est maigre, les regards, qui se détournent quand un capitaine parle trop longtemps. Il apprend que la piraterie est une démocratie armée, une démocratie où l'on vote parfois, où l'on discute, où l'on conteste, mais une démocratie où la minorité peut devenir meurtrière si elle se sent trahie. Le partage revient toujours. Le partage comme promesse et comme poison. Quand les prises sont belles, le partage est une fête. On boit, on chante, on dépense dans les ports, on s'habille mieux, on achète des armes, on joue. Quand les prises sont maigres, le partage devient une autopsie. On examine chaque pièce, on soupçonne le vol, on accuse les officiers de se servir, on se rappelle des blessures, on réclame des compensations. Les articles de bord, censés protéger, deviennent des armes juridiques brandies par des hommes qui savent lire ou qui se font lire les clauses. Et dans ce théâtre, le capitaine est toujours sur scène, toujours jugé. Roberts, lui, a une réponse, l'efficacité. Il maintient le flux, il maintient la cadence. Il donne à ses hommes ce qu'ils veulent le plus, des prises. Et tant que les prises viennent, les querelles restent gérables. C'est une leçon fondamentale pour Huntstis. Une leçon simple, brutale. Un capitaine pirate ne gouverne pas par la légitimité, il gouverne par la réussite. La réussite comme ciment, la réussite comme anesthésiant. Mais il y a une autre leçon, plus inquiétante, qui se glisse entre les planches du pont. La réussite attire la convoitise. Elle attire les hommes qui veulent leur propre navire, leur propre pavillon, leur propre table de partage où ils seront du bon côté de la balance. Dans un équipage pirate, l'ascension est possible, et donc la tentation de la rupture est permanente. Un homme compétent peut se dire « Pourquoi rester second quand je peux être premier ? Pourquoi partager avec 100 hommes quand je peux partager avec 50 ? Pourquoi obéir à Roberts quand je peux être Roberts ?» C'est là que Thomas Huntstis commence à prendre forme, non pas comme un simple marin, mais comme un futur capitaine. Il n'est pas le seul à nourrir ce désir. Mais tous ne passent pas à l'acte. Passer à l'acte, c'est accepter une vérité terrible. Quitter un grand capitaine, c'est quitter aussi le cadre qui protège. Sous Roberts, on bénéficie d'une réputation, d'une organisation, d'une discipline. On bénéficie d'un réseau de ports et de contacts, même informels. On bénéficie d'une stratégie. Se séparer, c'est gagner une liberté immédiate, mais c'est aussi se retrouver nu, exposé, avec des hommes qui vous suivent tant que vous les nourrissez de butin. Avant la rupture, il y a toujours des signes, des petites frictions, des discussions sur la route, des désaccords sur une prise, des hommes qui estiment qu'on aurait dû attaquer, ou au contraire qu'on a pris trop de risques, des murmures sur la part du capitaine, sur les officiers, sur les favoris. On imagine Huntstis dans ces conversations pas forcément comme un agitateur bruyant, mais comme quelqu'un qui écoute, qui jauge, qui comprend qui est mécontent, qui est fidèle, qui est influençable. La piraterie est un monde où l'on recrute autant par le charisme que par la promesse. Et la promesse la plus puissante,
c'est celle d'un partage plus avantageux. Il faut aussi se rappeler que la mer est un espace de promiscuité extrême, des dizaines, parfois des centaines d'hommes sur une coque de bois, peu d'intimité, peu de silence. Les odeurs s'incrustent, les rancunes aussi. Un conflit qui, à terre, se dissoudrait dans la distance, à bord se concentre, se durcit, devient obsession. Un regard de travers peut durer des semaines. Une accusation de vol peut finir au couteau. Un capitaine doit être à la fois juge, arbitre, chef de guerre, gestionnaire et parfois bourreau. Roberts sait jouer ses rôles. Anstice observe. Il apprend. Il se prépare, peut-être sans se l'avouer, à porter ce fardeau. Et puis il y a la dimension matérielle du pouvoir. Un capitaine pirate n'est pas seulement celui qui donne des ordres, c'est celui qui contrôle l'accès aux ressources, la poudre, les armes, les vivres, l'alcool, les prises. C'est celui qui décide quand on dépense, quand on économise, quand on répare, quand on risque. Sur un navire, la moindre décision a des conséquences immédiates. Une voile mal réparée et on ne rattrape pas une proie. Une coque mal calfatée et on pompe jour et nuit. Une ration trop généreuse et on manque d'eau avant la prochaine île. Une ration trop stricte et l'équipage gronde. Le pouvoir ici est une comptabilité de survie. Roberts, encore une fois, excelle. Il sait maintenir ses navires en état. Il sait capturer des navires qui apportent des matériaux, toiles, cordages, goudron, clous, outils. Il sait aussi utiliser les prisonniers, charpentiers, voiliers, tonneliers, chirurgiens. Un équipage pirate est une société improvisée et les compétences y valent de l'or. Un bon charpentier peut sauver un navire. Un bon chirurgien peut sauver un homme qui, autrement, mourrait d'une infection. Et un homme sauvé est un homme qui se battra encore. Anstice, dans cette société, doit trouver sa place. Peut-être a-t-il des compétences particulières. Peut-être est-il simplement un homme de confiance, capable de mener un groupe, de tenir une arme, de rester lucide. Les récits de piraterie montrent souvent des capitaines flamboyants, mais la réalité est faite d'hommes qui savent faire. Ceux-là montent. Ceux-là deviennent quartiers-maîtres, maîtres d'équipage, officiers. Ceux-là apprennent la navigation, la lecture des cartes, l'estime, le calcul des latitudes. Car pour être capitaine, il ne suffit pas d'être violent. Il faut savoir où l'on va. Il faut savoir revenir. Il faut savoir éviter les récifs, les bancs de sable, les courants traîtres. Il faut savoir choisir une route qui maximise les chances de rencontre avec une proie et minimise les chances de rencontre avec un chasseur. Sous Roberts, la navigation est aussi une arme. On ne se contente pas de suivre les routes évidentes. On coupe, on feinte, on se cache derrière des îles. On profite des vents dominants. On sait que certains passages sont fréquentés à certaines saisons. On sait que les flottes espagnoles ont leur rythme. On sait que les navires chargés de sucre quittent les Antilles à des périodes précises. Cette connaissance accumulée, partagée, est un capital. Et Anstice, en étant là, en participant, en regardant, se constitue un trésor invisible, l'expérience. Mais l'expérience a un revers. Plus on comprend la machine, plus on voit ses failles. Et la plus grande faille, c'est l'humain. Roberts peut être discipliné, mais il n'est pas immortel. Il peut être respecté, mais il n'est pas aimé de tous. Il peut être craint, mais la peur s'use. Et surtout, il peut commettre une erreur, un mauvais choix de cible, une mauvaise estimation du risque, une punition trop sévère, une distribution jugée injuste. Dans un équipage pirate, l'injustice perçue est un acide. Elle ronge tout. Le monde de Roberts est aussi un monde de symboles. Le pavillon, la manière de se présenter, la réputation. Les pirates jouent avec la terreur comme un théâtre. Ils savent que la mise en scène peut éviter un combat. Ils savent que la violence annoncée peut être plus efficace que la violence exercée. Mais cette mise en scène doit être crédible. Elle repose sur des actes passés, sur des histoires qui circulent de port en port, de taverne en taverne. Roberts a ses histoires. Anstice, pas encore. Et pourtant, Anstice est là, dans l'ombre de ces histoires, à bord, au moment où elles se fabriquent. Il voit comment une prise devient une légende. Comment un navire capturé sans tirer un coup de feu devient, dans la bouche des marins, un exploit terrifiant. Comment un capitaine marchand, rentré vivant, raconte la scène en exagérant la taille des canons, le nombre d'hommes, la cruauté des pirates, parce que la peur embellit et parce que l'humiliation cherche une excuse. Ces récits, gonflés, deviennent une armure pour les pirates. Ils deviennent aussi une cible pour les autorités, car plus Roberts réussit, plus il attire la chasse. Et plus la chasse se renforce, plus la piraterie devient un jeu de survie à court terme. On ne peut pas vivre éternellement sous pavillon noir. On peut vivre intensément, oui. On peut accumuler. On peut rêver de retraite, d'une plantation, d'un commerce, d'une vie sous un autre nom. Beaucoup de pirates parlent de retraite. Peu y arrivent.
La mer, la boisson, la violence, les trahisons, les maladies, les tempêtes, les pendaisons, tout conspire contre la longévité. Anstis, en observant Roberts, voit peut-être cette contradiction. La réussite accélère la fin. Plus on prend, plus on devient visible. Plus on devient visible, plus on devient chassé. Et dans ce monde, être chassé signifie dormir avec une arme, regarder l'horizon comme on regarde une menace, se méfier des ports, se méfier des amis, se méfier même de ses propres hommes, parce que la pression extérieure se transforme en pression intérieure. Quand la Navy se rapproche, quand les prises se raréfient, quand les ports ferment, l'équipage cherche des responsables, et le responsable le plus proche, c'est le capitaine. Sous Roberts, cette pression est amortie par le succès, mais elle est là comme une houle de fond. Et Anstis, qui veut être capitaine, veut aussi être celui qui contrôle cette houle. Il veut être celui qui décide. Il veut être celui qui tient la barre, littéralement et symboliquement. Il veut être celui qui, au moment du partage, se tient du bon côté de la table, celui qui tranche, celui qui arbitre, celui qui promet. La table du butin, encore, on la voit presque, une planche posée sur des barils, des sacs éventrés, des pièces qui roulent, des bijoux, des tissus, des armes, des instruments de navigation parfois. On compte à la lueur d'une lanterne, on entend le frottement du métal, on sent l'odeur du rhum, on sent aussi l'électricité dans l'air. Chacun calcule sa part, chacun compare, chacun se demande si le voisin a eu plus. Et au-dessus de cette scène, il y a l'idée de justice, une justice de hors-la-loi, une justice qui n'existe que parce que tout le monde est armé. Robert sait que cette scène doit être maîtrisée. Il sait que le partage est le moment où l'équipage peut se fissurer. Il sait que la discipline se joue autant là que dans le combat. Et Anstis apprend cela. Il apprend que le capitaine pirate est un équilibriste, qu'il marche sur un fil tendu entre la générosité et l'autorité, entre la promesse et la menace, entre la camaraderie et la distance, trop proche et on le méprise, trop distant et on le renverse. Ce qui rend l'histoire d'Anstis si particulière, c'est qu'il va un jour quitter Roberts. Quitter un homme comme Roberts, ce n'est pas seulement changer de navire, c'est quitter une structure, quitter une marque, quitter une protection. Mais pour l'instant, il est encore dans l'orbite de Black Bart, et cette orbite est un monde en soi. Un monde où l'on vit au rythme, des voiles, des prises, des réparations, des beuveries, des disputes, des votes, des punitions. Un monde où l'on apprend que la mer n'est pas seulement un espace géographique, mais un espace politique, où chaque décision est un compromis entre la survie et l'avidité. On imagine Anstis, un soir, appuyé contre le bastingage, regardant l'écume phosphorescente, écoutant les hommes rire derrière lui, sentant le navire vibrer sous le vent. Il sait que la liberté est là, à portée de main, mais qu'elle a un prix. Il sait que sous Roberts, il est protégé par la force collective, par la réputation, par la discipline. Il sait aussi que cette discipline n'est pas un cadeau, c'est une cage dorée de pièces d'argent et de rhum. Et dans cette cage, un homme ambitieux finit toujours par chercher la serrure. La mer, elle, ne change pas. Elle continue de battre la coque, indifférente aux rêves de commandement. Elle continue de punir les erreurs. Elle continue d'offrir des opportunités à ceux qui osent. Et dans le sillage de Roberts, Thomas Anstis accumule ce que tout futur capitaine pirate doit accumuler avant de se lancer, des compétences, des contacts, une réputation naissante, et surtout une compréhension intime de la chose la plus difficile à gouverner sur un navire. Dehors la loi, non pas les canons, non pas les voiles, non pas la route, mais les hommes. Les hommes et leur manière de regarder la table du partage comme on regarde un destin. Il suffit parfois d'un matin banal pour que la mer change de propriétaire. Un matin où le vent n'a rien d'héroïque, juste ce souffle régulier qui gonfle les toiles et fait gémir les étais, où le soleil se lève sur un pont sale de suie et de sel, où les hommes ont la bouche pâteuse de rhum et de fatigue, et où pourtant quelque chose se déplace dans les regards, pas une tempête, pas un vaisseau du roi à l'horizon. Non, une décision humaine, la plus dangereuse. Sous Bartholomew Roberts, tout est affaire de cadence. On chasse, on prend, on répare, on boit, on partage, on recommence. La machine tourne parce que Roberts sait la faire tourner. Il sait aussi que la machine, si elle ralentit, se met à grincer, et quand ça grince, les hommes se mettent à compter, à recompter, à comparer, à se souvenir de ce qu'on leur a promis. Le partage, toujours le partage. Sur un navire pirate, c'est plus qu'une distribution de pièces et de marchandises. C'est un contrat social posé sur une planche humide, entre deux barils, à la lueur d'une lanterne qui fume. C'est là que la piraterie se donne des airs de justice. C'est là qu'elle se ment à elle-même pour tenir debout. Tant que la balance paraît équitable, le capitaine est un chef.
Quand la balance penche, il devient une cible. Thomas Anstice a grandi dans cette école-là, au cœur d'un équipage où l'efficacité de Roberts sert de colle. Mais l'efficacité a un revers. Elle rend l'ambition plus aiguë. Quand on a vu de près comment un homme impose sa volonté à 100 autres sans commission royale, sans uniforme, sans autre légitimité, que la réussite, on finit par se dire que ce pouvoir-là n'est pas réservé aux légendes, qu'il est reproductible, qu'il suffit d'un navire, d'hommes, d'un peu de chance, et d'une table de partage où l'on sera cette fois du bon côté. La sécession d'Anstice ne naît pas d'un grand discours, elle naît d'une accumulation de petites humiliations, de frustrations muettes, de ces moments où l'on se sent capable, utile et pourtant interchangeable. Sous Roberts, on peut être brave à l'abordage, rapide à la manœuvre, solide au canon et rester un nom parmi d'autres. Et pour un homme qui a compris la mécanique, rester un rouage devient insupportable. Il y a aussi la géographie de la tentation. Les Caraïbes et l'Atlantique ne sont pas un décor, ce sont des couloirs. Des routes où les navires marchands passent comme des bêtes de somme, chargés de sucre, de tabac, de cacao, de tissus, de vin, de poudre, de fer, et surtout de ces pièces d'argent espagnoles qui teintent comme une promesse. Les pirates connaissent les saisons, les vents dominants, les passages obligés, les îles où l'on peut trouver de l'eau douce, les anses où l'on peut caréner, les bancs de sable où un poursuivant plus lourd hésitera à s'aventurer, et quand on connaît ces couloirs, on se dit qu'on n'a pas besoin d'un grand capitaine pour y tendre une embuscade. On se dit qu'on peut être le grand capitaine. Le moment précis où Anstice quitte Roberts, les sources le laissent deviner plus qu'elles ne le peignent. Mais on connaît le scénario général, parce qu'il s'est répété dans la piraterie comme une maladie. Un groupe se détache, emporte un navire, emporte des armes, emporte des hommes, et emporte surtout une idée dangereuse, celle que l'autorité peut se transférer d'un pont à l'autre comme on transfère une cargaison. Dans l'univers pirate, ce n'est pas une désertion honteuse, c'est une scission, une fracture politique. Et elle se fait rarement sans prétexte. Il y a toujours une justification, un désaccord sur la route, sur une prise, sur une punition, sur une part. Une querelle de discipline, parfois. Roberts, discipliné, exigeant, élégant même dans sa brutalité, n'est pas le genre d'homme qu'on quitte en claquant la porte sans raison. On le quitte parce qu'on pense pouvoir faire mieux, ou parce qu'on pense qu'il ne donne pas assez, ou parce qu'on pense qu'il prend trop. Et puis il y a la psychologie des hommes qui suivent. Ceux-là ne sont pas des fidèles. Ce sont des investisseurs. Ils mettent leur peau dans l'entreprise, et ils veulent un rendement. Ils suivent Roberts parce qu'il rapporte. Ils suivront Anstice si Anstice promet davantage. La loyauté sur un pont où tout le monde porte une lame est une monnaie qui se dévalue vite. On imagine la scène sans la romantiser. Des hommes rassemblés, des voix basses, des regards qui évitent ceux des plus proches parce qu'on sait que la moindre fuite peut se payer cher. On parle de part, on parle de risque, on parle de ce qu'on a fait pour le capitaine et de ce que le capitaine a fait pour nous. On parle de justice, ce mot qui, dans la bouche de hors-la-loi, sonne toujours comme une menace. Et quand la décision est prise, elle doit être exécutée vite. La mer ne laisse pas de place aux hésitations. Un navire, ce n'est pas une maison qu'on quitte avec une valise. C'est une forteresse flottante. Il faut des armes, il faut de la poudre, il faut des hommes capables de manœuvrer, il faut un navigateur, ou au moins quelqu'un qui sait tenir une estime, lire un compas, comprendre les courants. Il faut des charpentiers, des voiliers, des mains qui savent grimper dans la mâture et ferler une voile quand le grain arrive. Sans ces compétences, la liberté est une noyade différée. Anstice obtient ce qu'il lui faut, un navire et une fraction d'équipage. Dans les récits de l'époque, on voit souvent ces départs comme des coups de théâtre. En réalité, c'est une opération logistique. On transfère des barils d'eau, des sacs de biscuits, des armes, des outils. On s'assure d'avoir des mèches, des pierres à feu, des balles, des boulets. On pense aux choses bêtes et vitales, des aiguilles à voile, du fil goudronné, des clous, des coins de bois, du suif. On pense aux médicaments si on en a, un peu d'alcool fort pour nettoyer une plaie, des bandages, des onguents. On pense à la cale, à ce ventre du navire où tout pourrit si on ne surveille pas, et surtout on pense à la table du partage. Parce que c'est elle qui va tenir l'équipage ensemble pendant les premières semaines. Les hommes qui suivent Anstice ne le font pas pour son sourire. Ils le font pour une promesse de part plus grosse, de décision plus proche, d'un capitaine qui écoute, un capitaine qui, croit-on, sera moins Roberts, moins exigeant, moins distant, plus juste. Le mot revient. Il revient toujours. La naissance d'un capitaine pirate est un moment paradoxal. Il devient plus libre et immédiatement plus prisonnier. Sous Roberts, Anstice pouvait se contenter d'être efficace. Désormais, il doit être tout. Chef de guerre, gestionnaire, juge, diplomate.
et parfois bourreau. Il doit décider où aller, quand frapper, quand fuir, quand réparer, quand économiser. Il doit sentir l'humeur de ces hommes comme on sent un changement de vent. Il doit anticiper les querelles avant qu'elles ne deviennent des coups de couteau. Les premiers jours d'indépendance ont souvent un goût d'ivresse. Pas seulement l'ivresse du rhum, mais celle de la décision. On choisit la route, on choisit la cible, on choisit le moment. On n'attend plus l'ordre d'un autre. On n'est plus un nom dans une liste. On est celui qui se tient sur la dunette, celui vers qui les regards se tournent quand un voilier apparaît à l'horizon. Mais la mer, elle, ne respecte pas les titres. Elle respecte la vitesse, la discipline, la chance. Et très vite, Anstis doit prouver qu'il n'est pas seulement un homme qui a quitté Roberts, mais un homme capable de remplacer ce que Roberts apportait, la régularité des prises. Car c'est là que tout commence à se tendre. Un équipage pirate, c'est une foule armée qui accepte de se contenir tant qu'elle est nourrie de butin, de rhum, de promesses. Les premiers succès d'Anstis sont donc essentiels. Il lui faut des prises rapides, faciles, qui donnent de quoi distribuer, de quoi acheter la paix interne. On le voit alors entrer dans le métier de capitaine comme on entre dans une forge. Tout est chaud, tout brûle. Il faut choisir des proies qui ne coûtent pas trop cher en poudre et en sang. Un navire marchand isolé, un petit bâtiment chargé de provisions, un caboteur qui transporte du sucre ou du tabac entre deux îles. On approche sous faux pavillon parfois, ou en se présentant comme un navire ami jusqu'à la dernière minute. On réduit la distance. On montre les canons, on crie, on menace, on promet la vie sauve si l'on se rend vite. La terreur est un outil économique. Moins on tire, moins on abîme la cargaison, moins on risque de perdre des hommes, plus le partage sera généreux. Et quand la prise est faite, le rituel recommence. On fouille la cale, on ouvre les coffres, on rassemble les marchandises sur le pont, on interroge le capitaine capturé. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui avez-vous croisé? Y a-t-il des navires de guerre dans les parages? Quels ports sont sûrs? Quels gouverneurs ferment les yeux? Quels receleurs achètent sans poser de questions? On recrute aussi. Toujours? Parce qu'un équipage se vide vite. Maladie, blessures, désertion, accident. On propose aux prisonniers de rejoindre. Certains acceptent par conviction, d'autres par peur, d'autres parce qu'ils ont déjà été battus par la vie et qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre. Ceux qui refusent sont parfois relâchés, parfois dépouillés, parfois maltraités. La piraterie n'a pas de code unique. Elle a des habitudes, et ces habitudes varient selon l'humeur des hommes et la pression du moment. Anstis, lui, doit composer avec une réalité que Roberts maîtrisait mieux que quiconque. La discipline ne se décrète pas, elle s'achète. Et elle s'achète avec du butin. Le partage encore. On compte, on divise. On attribue des parts aux capitaines, aux quartiers-maîtres, aux officiers, aux spécialistes. On prévoit des compensations pour les blessures. Un bras perdu, une jambe, un œil. Ces compensations ne sont pas de la charité. Ce sont des assurances. Une manière de dire « risque ta peau, et si tu la perds, tu ne seras pas abandonné ». Sans cette promesse, personne ne monte à l'abordage avec la même ardeur. Mais dès que le capitaine devient indépendant, la suspicion augmente. Sous Roberts, on pouvait croire que la machine était trop grande pour être truquée. Sous Anstis, tout paraît plus proche, plus manipulable. Qui a compté? Qui a gardé les bijoux de côté? Qui a pris une pièce par erreur? Qui a eu la meilleure arme? Qui a eu la meilleure chemise, le meilleur chapeau, la meilleure paire de bottes prise sur un prisonnier? Les détails deviennent des preuves. Les preuves deviennent des accusations. Et les accusations, sur un pont où l'on dort à 2 pas de la poudre, deviennent des étincelles. Anstis doit donc faire ce que font tous les capitaines pirates qui veulent durer, mettre en scène la justice, faire du partage un spectacle contrôlé, montrer qu'il ne se sert pas en premier, ou du moins qu'il se sert selon la règle. Laisser le quartier-maître, souvent élu par l'équipage, jouer son rôle de contre-pouvoir, accepter les discussions mais les contenir, laisser les hommes parler mais pas trop, laisser la colère sortir mais pas se transformer en mutinerie, et c'est là que la liberté commence à coûter cher, parce que chaque concession faite à l'équipage affaiblit l'autorité du capitaine, et chaque geste d'autorité, s'il est perçu comme arbitraire, nourrit la haine. L'équilibre est un fil trempé de sel. Les premiers mois d'Anstis capitaine se déroulent dans un monde où la chasse aux pirates s'intensifie. On n'est plus dans les années où Nassau pouvait servir de refuge semi-officiel, où la corruption locale permettait de vendre une cargaison volée comme on vend du poisson. Les gouverneurs reçoivent des ordres plus stricts, les marchands se plaignent plus fort, les assurances augmentent, les convois s'organisent, les navires marchands embarquent plus d'hommes, plus d'armes. Les capitaines apprennent à résister, à gagner du temps, à fuir vers des eaux peu profondes où un pirate rapide peut se glisser. Cela change tout. Parce que la piraterie, pour rester rentable, doit rester facile.
Dès que chaque prise devient un combat, le coût monte. On dépense de la poudre, on perd des hommes, on abîme le navire, on attire l'attention. Et quand les prises faciles se raréfient, un capitaine doit choisir, frapper plus gros, donc plus risqué, ou frapper plus souvent, donc s'exposer davantage. Anstis, comme beaucoup, est poussé vers l'audace. Il doit nourrir l'équipage. Il doit maintenir la promesse qui a justifié la scission. Il doit prouver que quitter Roberts n'était pas une folie. Alors on prend des risques. On s'approche des routes plus surveillées. On tente des coups dans des zones où l'on sait que des chasseurs peuvent apparaître. On cherche des navires chargés, parce qu'un seul gros butin peut calmer les murmures pendant des semaines. Mais un gros butin, c'est aussi un gros danger. Les navires chargés voyagent rarement seuls, et ils ont souvent des gardes. La vie à bord, pendant ce temps, n'a rien d'une aventure propre. C'est une routine de crasse et de tension. Le pont colle sous les pieds. Le goudron chauffe au soleil et sent fort. Les cordages râpent les mains. Les hommes dorment mal, serrés, avec des vêtements humides qui ne sèchent jamais vraiment. Les poux circulent, les plaies s'infectent. Le scorbut menace dès que les fruits frais manquent. On mâche du biscuit dur, parfois moisi, parfois plein de charançon. On boit de l'eau qui a le goût du bois et de la pourriture. On boit du rhum pour oublier. Et le rhum, lui, ne fait pas oublier. Il amplifie. Il amplifie les rancunes. Il amplifie les jalousies. Il amplifie les bravades. Il amplifie les disputes pour une carte, pour un dé, pour une femme aperçue dans un port et perdue aussitôt. Il amplifie aussi la nostalgie, cette maladie silencieuse des hommes de mer, qui se transforme en colère quand on n'a pas le droit d'être triste. Dans ce climat, le capitaine est observé en permanence. Comment Anstis mange-t-il? Boit-il plus que les autres? Dort-il mieux? A-t-il une cabine plus confortable? Se réserve-t-il les meilleurs vêtements pris sur les captifs? Chaque détail devient politique. Parce que l'équipage a quitté Roberts pour une promesse d'équité, et l'équité sur un navire pirate n'est pas une idée abstraite, c'est une sensation fragile qui peut se briser sur une simple chemise. Anstis doit aussi gérer les spécialistes. Un charpentier est précieux, un voilier aussi. Un canonnier expérimenté, un navigateur, un chirurgien, s'il y en a un, valent plus que 10 brutes courageuses. Mais ces spécialistes savent leur valeur. Ils peuvent exiger plus. Ils peuvent menacer de partir. Ils peuvent surtout influencer les autres parce qu'ils sont indispensables. Un capitaine pirate n'est pas seulement le chef des forts, il est le gestionnaire des indispensables. Et puis il y a les nouveaux venus, ceux qu'on a recrutés sur les prises, volontaires ou contraints. Ils ne partagent pas encore les habitudes. Ils ne connaissent pas les règles implicites. Ils peuvent être des espions ou simplement des hommes qui attendent la première occasion de s'échapper. Ils peuvent aussi être des éléments perturbateurs, des hommes qui n'ont pas choisi la piraterie par ambition mais par panique, et qui réagiront mal au premier danger. Un capitaine doit les intégrer ou les neutraliser. Trop de méfiance, et on crée des ennemis internes. Trop de confiance, et on se fait trahir. La sécession d'Anstis, au fond, le place face à une vérité que Roberts masquait par son aura. Un équipage pirate n'est pas une fraternité. C'est une coalition temporaire d'intérêts. Et une coalition, quand elle n'a plus de profit, se dissout ou se dévore. Les prises d'Anstis dans les Caraïbes lui donnent d'abord ce dont il a besoin, de quoi distribuer, de quoi acheter la paix. On imagine les hommes, après une capture réussie, assis sur le pont, les poches lourdes, les yeux brillants, parlant déjà de la prochaine escale, de la prochaine beuverie, de la prochaine chemise neuve, de la prochaine arme. Dans ces moments-là, le capitaine est aimé, ou du moins toléré avec enthousiasme. Mais la mer ne donne pas toujours. Il y a des semaines où l'horizon reste vide, des semaines où l'on ne croise que des navires trop rapides, trop armés, ou trop pauvres pour valoir la poudre, des semaines où le vent tombe et où l'on dérive, impuissant sous un soleil qui écrase, des semaines où l'on répare au lieu de prendre, où l'on pompe au lieu de boire, où l'on rationne au lieu de dépenser, et alors la table du partage devient un fantôme. On ne partage plus grand-chose. On partage la frustration, on partage la peur, on partage la colère. C'est dans ces creux que l'autorité d'Anstis commence à être testée, parce que sous Roberts, les creux étaient plus rares ou mieux gérés. Roberts savait changer de zone, surprendre, frapper là où on ne l'attendait pas. Anstis, lui, doit inventer sa propre stratégie, avec des hommes qui ne lui ont pas juré fidélité éternelle, mais qui ont simplement misé sur lui. Et quand un capitaine pirate est testé, on ne le teste pas avec des questions polies. On le teste avec des provocations, avec des refus d'obéir, avec des disputes qui dégénèrent, avec des hommes qui boivent trop et qui soudain se mettent à parler de justice d'une voix trop forte, avec des rumeurs, le capitaine cache quelque chose, le capitaine a pris plus, le capitaine nous mène à la mort, le capitaine n'est pas Roberts.
Ce dernier reproche est le plus cruel, parce qu'il est vrai, et parce qu'il est impossible à corriger. Anstice doit alors faire ce que font les capitaines qui veulent survivre, punir. Mais punir un pirate, ce n'est pas punir un marin de la Navy. On ne peut pas simplement faire donner la garcette et s'attendre à l'obéissance. La punition doit être acceptée par l'équipage, ou du moins tolérée. Elle doit paraître conforme aux articles de bord, à cette constitution improvisée qui sert de bouclier moral. Si la punition paraît arbitraire, elle devient un motif de renversement. On voit donc se dessiner dès cette période la fragilité du pouvoir d'Anstice. Il a voulu être maître, il devient dépendant, dépendant du butin, dépendant de l'humeur, dépendant de la perception de justice. Un capitaine pirate est un homme qui doit sans cesse prouver qu'il mérite d'être suivi, et cette preuve se fait en pièces d'argent, en barils de rhum, en promesses tenues. La sécession, en apparence, est un acte de force. En réalité, c'est un pari contre le temps, contre la répression, contre la malchance, et surtout contre la nature humaine d'un équipage de hors-la-loi. Et pendant qu'Anstice tente de faire tourner sa propre machine, l'ombre de Roberts reste là, comme un rappel constant de ce qu'il a quitté. Une organisation plus grande, plus disciplinée, plus redoutée. Quitter Roberts, c'est aussi perdre une partie de la terreur par association. Les navires marchands qui se rendaient peut-être plus vite devant le nom de Black Bart hésitent davantage devant un capitaine moins célèbre. Ils résistent, ils tirent, ils tentent de fuir. Chaque résistance coûte du temps, de la poudre, des blessures. Chaque blessure coûte des compensations. Chaque compensation réduit le butin à partager. Et chaque réduction du butin rend l'équipage plus nerveux. La spirale est simple, elle est mécanique, elle est impitoyable. Anstice, pour compenser, doit parfois être plus dur, plus menaçant, plus spectaculaire. La piraterie est un théâtre, et un capitaine sans réputation doit en fabriquer une. Cela peut passer par des gestes de clémence, paradoxalement, relâcher un navire après l'avoir dépouillé pour que le récit se répande. Il vous laisse la vie si vous vous rendez. Mais cela peut aussi passer par l'exemple inverse, punir un capitaine marchand qui a résisté, brûler un navire, frapper un prisonnier, faire comprendre que la résistance coûte plus cher que la reddition. Chaque choix de ce type est un poison lent, parce qu'il nourrit la peur chez les victimes, oui, mais il nourrit aussi quelque chose à bord, l'habitude de la violence. Et une violence habituée finit toujours par chercher un objet plus proche quand l'objet lointain manque. La table du partage, encore une fois, est le centre. Quand on a du butin, on peut se permettre d'être magnanime. Quand on n'en a pas, la magnanimité ressemble à une faiblesse. Et un capitaine faible sur un navire pirate est un capitaine mort en sursis. On imagine Anstice le soir dans une cabine qui n'est jamais vraiment isolée. Les planches laissent passer les bruits, les rires, les disputes, penché sur une carte grossière, essayant de décider où aller ensuite. Les îles sont des noms et des dangers. Ici un récif, là un port hostile, plus loin une baie où l'on peut trouver de l'eau, mais où l'on peut aussi tomber sur une patrouille. Il pense au vent, il pense au courant, il pense aux routes commerciales. Il pense aussi aux hommes, à leur visage, à ceux qui murmurent, à ceux qui boivent trop, à ceux qui regardent trop longtemps la caisse où l'on garde la poudre. Et il sait, même s'il ne le dit pas, que le vrai gouvernail n'est pas dans ses mains. Il est dans la faim de l'équipage. Dans cette faim qui n'est pas seulement celle du ventre, mais celle de la part. La part comme mesure de la dignité. La part comme preuve que la vie de pirate vaut la peine d'être vécue. La sécession a donné à Anstice un pavillon et une dunette. Elle lui a donné le droit de décider. Elle lui a aussi donné une responsabilité impossible. Maintenir, sans l'aura de Roberts, un ordre fragile parmi des hommes qui ont choisi la piraterie précisément pour ne plus obéir. Et tant que les prises tombent, l'illusion tient. On rit, on chante, on jure. On dépense dans les ports quand on ose y entrer. On achète des chemises, des bottes, des couteaux, des pistolets. On joue aux cartes sur des planches tachées de graisse. On se raconte des histoires où l'on est invincible. Mais dès que la mer se fait avare, dès que la chasse se rapproche, dès que les ports deviennent moins accueillants, la table du partage se transforme. Elle n'est plus un hôtel. Elle devient un tribunal. Et le capitaine, lui, n'est plus celui qui distribue. Il devient celui qu'on juge. Les rumeurs sur un navire voyagent plus vite que le vent. Elles n'ont pas besoin de voile. Elles se glissent sous les hamacs, entre deux gorgées de rhum, dans le frottement des cordages, dans le claquement sec d'une vergue qu'on brasse. Elles naissent d'un détail, une pièce d'argent vue dans une poche, un regard échangé avec un prisonnier, une décision de route prise, sans consulter assez, et elles grossissent, parce que la mer laisse trop de temps pour imaginer. Et l'époque, elle, n'a plus la patience des débuts. 1719, 1720, 1721, ce ne sont pas seulement des années
Ce sont des portes qui se ferment. Les gouverneurs des colonies reçoivent des instructions plus nettes, les marchands hurlent plus fort, les armateurs s'organisent, les convois se resserrent, les pardons royaux, ces papiers qui promettent l'oubli en échange d'une reddition, circulent comme des appâts. On les lit à haute voix dans les ports, on les affiche, on en parle dans les tavernes, et derrière ces pardons, il y a l'autre main, les commissions de chasse, les sloops rapides, les capitaines de la Navy ou les corsaires, autorisés à traquer, à capturer, à pendre. La piraterie, pour vivre, a besoin d'un marché, un marché pour écouler, un marché pour réparer, un marché pour boire, un marché pour se cacher. Quand ce marché se rétrécit, le pirate ne devient pas plus noble, il devient plus nerveux. Thomas Enstice le sent dans la façon dont les ports regardent son pavillon, dans les mouillages où, hier encore, on pouvait débarquer avec une bourse lourde et repartir avec des barils d'eau, des légumes, des pièces de toile, des clous, des cordages, et même un chirurgien ivre qu'on convainc de monter à bord, et où désormais on voit des visages se fermer, des portes se verrouiller, des milices se rassembler sans bruit. On ne vous dit pas toujours non, on vous fait payer plus cher, on vous fait attendre, on vous vend de l'eau croupie, on vous donne des informations fausses, on vous sourit trop, et quand on ne peut plus compter sur la terre, on doit compter sur la mer. La mer, elle, ne fait pas crédit. Les prises deviennent plus rares ou plus maigres. Les navires marchands apprennent. Ils naviguent groupés, ils portent des armes, ils ont des hommes qui savent tirer, ils ont parfois des canons, pas pour gagner une bataille, mais pour gagner du temps pour fuir, du temps pour que le pirate se lasse, du temps pour qu'un chasseur apparaisse à l'horizon. Alors chaque capture coûte davantage. On tire plus, on s'approche plus près, on risque l'abordage sur un pont où l'on vous attend avec des pics, des mousquets, des haches, et l'abordage ce n'est pas une image de gravure. C'est une bousculade de corps, un vacarme de bois qui craque, de fer qui sonne, de cris qui se perdent dans le vent. C'est du sang qui rend les planches glissantes. C'est une main qui lâche une corde au mauvais moment et un homme qui tombe entre deux coques. C'est une balle perdue qui traverse une cuisse et laisse un marin hurler pendant des heures parce qu'on n'a pas de quoi l'endormir, parce qu'on n'a pas de quoi le soigner, parce qu'on n'a que du rhum et une scie. Et après, il faut payer, pas avec de la compassion, avec des parts. Le partage revient comme une marée, on ne peut pas l'empêcher. On peut seulement essayer de le canaliser, mais plus le butin diminue, plus la table du partage devient étroite, et plus les coudes se plantent. On compte les pièces, on compte les ballots, on compte les barils, on compte les armes, on compte même les vêtements parce qu'une chemise sèche dans ce monde de toile humide vaut presque une pièce d'argent, et on compte les blessures. Un homme perd un doigt dans une manœuvre, un autre se fait écraser le pied par un affût, un troisième reçoit un éclat de bois dans l'œil quand un boulet frappe un bastingage. Chaque blessure est une tragédie personnelle, mais aussi une ligne dans un règlement. Combien pour un œil, combien pour une jambe, combien pour une main. Ces barèmes, qu'on aime présenter comme une preuve de justice pirate, sont aussi une bombe à retardement. Ils transforment la douleur en dette collective. Quand l'équipage est riche, on paie sans discuter. Quand il est pauvre, on commence à dire que l'homme exagère, qu'il n'a pas perdu tant que ça, qu'il a été imprudent, qu'il ne mérite pas autant. Et celui qui doit arbitrer, c'est le capitaine, ou le quartier-maître, ou les deux, dans une tension permanente. Enstice n'a pas l'aura de Roberts pour faire taire un pont d'un seul regard. Il a autre chose, l'obligation de convaincre. Et convaincre des hommes armés, fatigués, alcoolisés, qui ont choisi la mer pour ne plus être commandés, c'est comme essayer de tenir un sac de poudre ouvert sous la pluie. On croit qu'on contrôle et puis tout se répand. Il y a des jours où l'on ne voit rien, rien que l'horizon vide, la chaleur qui tremble au-dessus de l'eau, les voiles qui pendent faute de vent, les hommes qui s'énervent, parce que l'inaction est une torture. On gratte le pont, on répare une couture, on graisse une poulie, on joue au dé, on se bat pour un regard, on se bat pour une phrase, on se bat parce qu'il faut se battre contre quelque chose et que l'ennemi n'est pas là. Et quand l'ennemi n'est pas là, il devient intérieur. Un navire pirate est une petite société, mais une société sans échappatoire. On ne peut pas claquer la porte, on ne peut pas aller dormir chez un ami, on ne peut pas s'éloigner pour se calmer. On est coincé sur quelques dizaines de mètres de bois, entouré d'eau, avec des hommes qui sentent la sueur, le goudron, le tabac, la poudre, et cette odeur plus sourde, plus inquiétante, celle de la peur qu'on ne veut pas avouer. La peur change de forme. Au début, c'est la peur de mourir au combat. Ensuite, c'est la peur de mourir de faim, de maladie, de soif. Puis, c'est la peur d'être trahi. Et enfin, c'est la peur de ne plus recevoir sa part. La part, toujours. La part comme preuve qu'on n'est pas un idiot. Qu'on n'a pas quitté un navire pour se retrouver sur un autre,
plus pauvre, plus traqué, plus instable, qu'on n'a pas misé sur le mauvais homme. Parce que c'est ça le poison de la sécession. Elle transforme le capitaine en pari. Tant que le pari rapporte, on applaudit. Quand il ne rapporte plus, on cherche un autre pari. Ou on récupère sa mise par la force. Les chasseurs, eux, ne dorment pas. Ils ne boivent pas autant. Ils ont des ports, ils ont des chantiers, ils ont des ordres, ils ont des papiers, ils ont des équipages payés, pas seulement affamés. Et surtout, ils ont une chose que les pirates perdent peu à peu, la possibilité de se reposer. La répression n'est pas seulement une bataille navale, c'est une pression continue. Des patrouilles qui apparaissent là où on ne les attend pas, des informateurs dans les tavernes, des gouverneurs qui, hier, ferment les yeux et qui, aujourd'hui, veulent te montrer leurs ailes, des rustlers qui deviennent prudents, qui demandent des preuves, qui baissent les prix, qui dénoncent parfois pour sauver leur propre peau. Alors Anstis doit faire ce que font les capitaines acculés. Il doit chercher des zones grises, des îlots, des anses, des mouillages discrets, des endroits où l'on peut caréner sans être vu, où l'on peut gratter la coque, enlever les coquillages, réparer une voie d'eau, changer, une vergue, recoudre une voile. Caréner, c'est mettre le navire à nu, c'est le rendre vulnérable. C'est le coucher sur le flanc, le vider, le démonter en partie. C'est un moment où si un chasseur arrive, on ne fuit pas, on meurt. Et pourtant il faut le faire, parce qu'un navire sale, un navire encrassé est un navire lent. Et un navire lent dans ces années-là est un navire pendu, la lenteur se paie en cordes. On imagine la scène, une plage isolée, une eau claire, des hommes qui tirent sur des cordages pour incliner la coque, des jurons, des épaules qui brûlent, des mains qui saignent. Le soleil tape. Les moustiques attaquent dès que l'air tombe. On gratte la coque avec des outils improvisés, on applique du goudron, on colmate. On travaille vite parce que chaque minute est une invitation au désastre. Et pendant ce temps, sur le pont ou sur le sable, les hommes parlent. Ils parlent parce qu'ils ont peur. Ils parlent parce qu'ils s'ennuient. Ils parlent parce qu'ils veulent savoir qui commande vraiment. C'est là que les rivalités se cristallisent. Le quartier-maître, figure essentielle de la démocratie pirate, devient un centre de gravité. Il écoute les plaintes, il compte les parts, il surveille le capitaine. Il peut être un allié, il peut être un rival. Et l'équipage, lui, aime cette dualité parce qu'elle lui donne l'impression de contrôler. Mais cette dualité est aussi une fissure. Si le capitaine et le quartier-maître ne sont pas parfaitement alignés, la fissure devient un gouffre. Anstis doit donc jouer un jeu dangereux, être assez ferme pour être respecté, assez souple pour ne pas être renversé. Et ce jeu se joue sur des détails. Un homme est surpris à voler dans la réserve. Pas un grand vol, un morceau de viande salée, un peu de biscuit, un petit flacon. Sur un navire de guerre, on le fouette. Sur un navire pirate, on discute. On discute parce que celui qui vole n'est pas un subalterne. C'est un associé armé. Et si on le punit trop, ses amis crient à l'injustice. Si on ne le punit pas, les autres volent aussi. Et alors, la réserve disparaît. Et alors, la fin arrive. Et alors, la mutinerie devient une question de jours. Le capitaine doit trancher. Chaque tranchage laisse une cicatrice. Il y a aussi les prisonniers. Les pirates vivent de leurs victimes, mais ils vivent aussi avec elles, parfois pendant des jours. On garde un pilote parce qu'il connaît les passes. On garde un charpentier parce qu'il sait réparer. On garde un médecin parce qu'on en a besoin. Et ces hommes-là, même captifs, deviennent des miroirs. Ils regardent les pirates comme des bêtes, et ce regard parfois humilie. Il rappelle que la piraterie n'est pas une liberté romantique, mais une fuite. Une fuite hors de la loi, hors de la société, hors de la possibilité d'un retour simple. Et quand un pirate se sent humilié, il cherche à reprendre du pouvoir. Sur qui? Sur le prisonnier? Sur un camarade? Sur le capitaine. Les tensions montent aussi parce que les promesses de terre deviennent plus séduisantes. Les pardons, encore. On en parle comme d'une porte de sortie. Certains hommes ont déjà connu la corde de près. Ils ont vu des pendaisons dans les ports. Ils savent que la justice coloniale n'a pas besoin de preuves parfaites. Un témoignage suffit. Une rumeur suffit. Un ancien compagnon qui parle suffit. Et ils savent aussi que la piraterie, à ce stade, n'est plus une mode. C'est une cible. Alors, dans les nuits lourdes, quand la mer est noire et que le navire craque comme un vieux meuble, on entend des phrases qui n'existaient pas au début. Et si on acceptait le pardon? Et si on se rendait? Et si on allait à tel endroit, ils ferment les yeux? Et si on changeait de capitaine? Changer de capitaine, voilà le mot qui fait trembler la dunette. Dans la mythologie pirate, l'équipage élit, l'équipage destitue, c'est vrai souvent. Mais ce mécanisme, présenté comme une démocratie, est aussi une menace permanente. Un capitaine vit sous un vote possible, et quand le vote ne suffit plus, il y a le couteau.
Anstis doit donc produire du résultat, il doit trouver des prises, il doit faire rentrer du butin, il doit remplir la table du partage, parce que cette table est son trône. Sans elle, il n'est qu'un homme parmi d'autres, avec une cible dans le dos. Alors il pousse vers des routes plus fréquentées, il pousse vers des coups plus audacieux. Il pousse parce que l'équipage pousse aussi, parfois sans le dire. On veut du sucre, du tabac, de l'argent, des tissus, des armes, des bijoux. On veut des choses qui se vendent, on veut des choses qui se boivent, on veut des choses qui se montrent. Et plus on veut, plus on s'expose. Les Caraïbes ne sont pas un terrain neutre. Ce sont des îles sous drapeaux différents, des rivalités impériales, des ports où l'on parle anglais, français, espagnol, néerlandais, où les alliances changent selon les cargaisons. Un pirate anglais peut parfois vendre à un marchand français qui déteste les Anglais officiels, mais qui aime l'argent. Un pirate peut parfois se faire réparer par un charpentier hollandais qui ne pose pas de questions. Mais ces arrangements ont une limite. Quand la pression monte, tout le monde devient patriote. Ou plus exactement, tout le monde devient prudent. Et la prudence pour un pirate est une famine. Anstis se retrouve donc à naviguer dans un monde où chaque escale est un risque, où chaque mouillage peut être une embuscade, où chaque information peut être un piège. Il doit choisir à qui faire confiance. Et il doit choisir vite, parce que l'équipage, lui, ne supporte pas l'attente. L'attente, c'est le moment où l'on réfléchit, et réfléchir sur un navire pirate mène rarement à la patience. La patience est un luxe de gens qui ont un salaire. Les hommes d'Anstis n'ont pas de salaire. Ils ont des parts. Et une part, ça ne tombe pas du ciel. Ça se prend. Alors on voit apparaître une brutalité plus sèche, moins théâtrale, plus utilitaire. On ne menace plus seulement pour faire peur. On menace pour gagner du temps. On frappe pour obtenir une information. On attache un capitaine marchand pour qu'il parle. On fouille plus violemment. On prend tout, même ce qui autrefois aurait été laissé pour éviter de provoquer une chasse trop acharnée. Et chaque fois qu'on franchit une ligne, on change l'équipage. On l'habitue à une dose de violence plus forte. On l'habitue à l'idée que tout se règle par la force. Et un équipage habitué à régler par la force finit par appliquer cette logique à l'intérieur. La discipline, dans ces conditions, devient une comédie dangereuse. On lit les articles de bord, on rappelle les règles, on parle de justice, on parle de part, on parle de compensation. On fait semblant que tout est écrit, que tout est clair. Mais tout le monde sait que la règle ultime, c'est le nombre d'hommes qui se lèvent d'un côté ou de l'autre, le nombre de pistolets chargés, le nombre de lames sorties. Anstis doit donc surveiller les alliances. Qui parle avec qui boit avec qui dort près de qui partage sa ration avec qui. Ce sont des détails, mais ce sont des indices. Un capitaine devient un lecteur de signes, un interprète de murmures. Il doit sentir quand un groupe se forme. Il doit casser les groupes avant qu'ils ne deviennent une majorité. Mais casser un groupe, c'est créer des ennemis. Et créer des ennemis sur un navire, c'est comme percer un trou dans la coque. On peut colmater, mais l'eau finit toujours par revenir. Il y a aussi la question des spécialistes, encore, toujours. Un navigateur qui sait lire les étoiles, un pilote qui connaît les passes, un charpentier qui peut sauver le navire après un combat. Ces hommes-là ont un pouvoir silencieux. Ils peuvent faire échouer une manœuvre. Ils peuvent ralentir une réparation. Ils peuvent oublier un détail. Et un oubli en mer tue. Alors on les ménage. On leur donne parfois plus. Et donner plus, c'est enlever aux autres. Et enlever aux autres, c'est nourrir la jalousie. Et la jalousie, sur un pont, est un feu qui ne s'éteint pas avec de l'eau. Le partage encore. Toujours. On imagine une distribution après une prise moyenne. Pas un trésor. Pas un coup qui fait chanter les pièces dans les poches. Juste assez pour ne pas mourir de faim. Pas assez pour être heureux. Les hommes se rassemblent. On pose les objets. On compte. On divise. On discute. Les voix montent. Quelqu'un dit que c'est trop peu. Quelqu'un dit que le capitaine a pris un bijou. Quelqu'un dit que le quartier-maître protège ses amis. Quelqu'un rappelle qu'on a perdu 2 hommes à l'abordage et que leurs parts doivent être redistribuées selon la règle. Quelqu'un, au fond, rit trop fort, comme pour provoquer, et Anstis, au milieu, doit garder le visage immobile. S'il se fâche, on dira qu'il cache quelque chose. S'il sourit, on dira qu'il se moque. S'il cède, on dira qu'il est faible. S'il refuse, on dira qu'il est tyran. Le capitaine pirate est un homme coincé entre des mots qui tuent. La pression extérieure continue de monter. Les routes se ferment. Les navires de guerre apparaissent plus souvent. On apprend par des prisonniers, par des rumeurs de port, que tel capitaine a été pendu, que tel autre a accepté le pardon, que tel repère a été nettoyé. Chaque nouvelle est une pierre dans l'estomac. Et plus l'estomac est lourd, plus on boit. Et plus on boit, plus on se bat. L'alcool à bord n'est pas un plaisir. C'est un outil, un anesthésiant, un carburant et un dissolvant.
Il dissout la prudence. Il dissout la hiérarchie. Il dissout les promesses. Il dissout même la peur, mais seulement pour la transformer en rage. Une rage qui cherche un objet. Et l'objet le plus proche, c'est souvent le capitaine, parce que le capitaine est celui qui décide, celui qui incarne la route, celui qui incarne les jours sans prise, celui qui incarne la faim. Anstis doit aussi gérer la fatigue du navire lui-même. Le bois travaille, les coutures lâchent, les voiles se déchirent, les mâts souffrent. Les canons, s'ils sont trop utilisés, s'usent, se fissurent, la poudre s'humidifie si on ne la protège pas. Les pierres à feu s'émoussent, les armes rouillent. Tout demande entretien, tout demande discipline. Et la discipline, encore une fois, est ce que les pirates détestent le plus, parce qu'elle ressemble à ce qu'ils ont fui. Sous Roberts, la discipline était imposée par un homme qui rapportait. Sous Anstis, la discipline doit être imposée par un homme qui doit prouver qu'il rapportera. La nuance est énorme, elle change tout. Alors on voit apparaître des petites désobéissances. Un homme refuse de monter dans la mâture, un autre traîne pour pomper, un autre se cache quand il faut nettoyer les armes, un autre se moque d'un ordre. Ce ne sont pas des révoltes, ce sont des tests pour voir jusqu'où on peut aller. Des tests pour voir si le capitaine mord. Et si le capitaine mord trop fort, on crie à l'injustice. Si le capitaine ne mord pas, on mord plus. Anstis, dans ce monde, doit parfois faire un exemple. Un exemple, ce n'est pas forcément une exécution. Ça peut être une humiliation, une privation de part, une mise au fer, un abandon sur une côte, ce cauchemar absolu du marin. Être laissé avec un peu d'eau, un peu de poudre, et la mer qui s'éloigne. Mais chaque exemple est un pari. Parce que l'homme puni a des amis. Parce que l'homme puni peut devenir martyr. Parce que l'équipage peut décider que l'exemple est une tyrannie, et quand l'équipage décide ça, il ne discute plus. Il agit. La mer, elle, continue. Elle ne s'intéresse pas au débat. Elle apporte des grains soudains, des vents qui tournent, des pluies qui fouettent, des nuits où l'on ne voit rien et où l'on peut se heurter à un récif. Dans ces moments-là, la compétence du capitaine est jugée sans pitié. Une mauvaise décision de route, un mouillage trop exposé, une voile mal ferlée, et le navire souffre. Et quand le navire souffre, l'équipage souffre. Et quand l'équipage souffre, il cherche un responsable. Le responsable, c'est celui qui tient la barre. Même si la barre, en réalité, est tenue par le vent, Anstis doit aussi composer avec une autre tentation, celle de devenir plus qu'un pirate, de se donner une légitimité. Certains capitaines, à cette époque, jouent avec l'idée de commissions étrangères, de lettres de marque douteuses, de papiers achetés, falsifiés, volés. On se présente comme corsaire d'un royaume qui n'est pas le vôtre. On brandit un document. On espère que ça suffira à tromper un marchand, à calmer un gouverneur, à gagner une journée. Mais ces jeux-là sont dangereux. Ils exigent des contacts. Ils exigent des complicités. Ils exigent une stabilité que la vie d'Anstis, justement, n'a plus. Et plus la stabilité manque, plus l'équipage se fragmente en factions. Ceux qui veulent continuer, coûte que coûte. Ceux qui veulent se rendre, ceux qui veulent changer de capitaine, ceux qui veulent un coup énorme, un dernier coup, un coup qui permettrait de disparaître, ceux qui veulent simplement boire jusqu'à l'oubli. Dans cette fragmentation, la table du partage devient une scène de théâtre où chacun joue son rôle, le moraliste qui parle de justice, le cynique qui parle de force, le pragmatique qui parle de survie, le rêveur qui parle de trésor, et le capitaine au centre qui doit faire croire que tout cela forme encore un équipage. Mais un équipage, ce n'est pas une somme d'hommes, c'est une confiance. Et la confiance, quand elle se fissure, ne se répare pas avec du goudron. Il suffit d'un incident, un seul, un navire marchand qui résiste plus que prévu, une poursuite qui dure trop longtemps, un chasseur aperçu au loin, une escale ratée, une cargaison perdue parce qu'on a dû jeter par-dessus bord pour fuir, une caisse de poudre mouillée, un homme qui meurt d'une infection parce qu'on n'a pas de chirurgien, un autre qui accuse le capitaine d'avoir choisi la mauvaise route, et soudain, tout ce qui était murmure devient parole. La parole sur un navire pirate est une arme, elle prépare le geste. Anstis, dans ses années d'étau, doit vivre avec cette sensation permanente, être entouré d'hommes qui sourient, mais dont les mains ne sont jamais loin d'une lame. Il doit dormir en sachant que la nuit, quelqu'un peut décider que le partage a été injuste. Il doit se réveiller en sachant que le matin, quelqu'un peut proposer un vote. Il doit marcher sur le pont en sachant que chaque pas est observé. Et pourtant, il doit continuer à jouer le capitaine. Il doit donner des ordres. Il doit faire semblant de croire que l'autorité est naturelle. Il doit faire semblant de croire que la mer lui obéit. La mer n'obéit à personne. Dans les Caraïbes, la chasse aux pirates n'est pas seulement une affaire de canon, c'est une affaire d'information. Les autorités apprennent à utiliser les réseaux. Un navire capturé est relâché pour porter un message.
Un marchand ruiné devient informateur, un ancien pirate gracié devient chasseur, les ports deviennent des pièges, les mouillages deviennent des guet-apens. On attend le pirate là où il doit venir, pour l'eau, pour la nourriture, pour les réparations. Et Anstis, comme tous, doit venir, parce qu'un navire ne vit pas d'air et de bravoure. Alors il ruse, il change de pavillon, il approche de nuit, il envoie une chaloupe, il menace, il négocie, il achète, il vole. Il fait ce que font les hommes acculés, il multiplie les petites décisions risquées, en espérant qu'aucune ne sera la dernière. Mais chaque petite décision risquée est une occasion de dispute, parce que l'équipage, lui, ne voit pas toujours la stratégie. Il voit le résultat, il voit la ration, il voit la part, il voit la peur. Et quand la peur devient trop grande, elle se transforme en colère contre celui qui la représente. Le paradoxe est cruel. Plus Anstis doit être prudent pour survivre, plus l'équipage le juge lâche. Plus il doit éviter les combats inutiles, plus on dit qu'il manque d'audace. Plus il doit fuir un chasseur, plus on dit qu'il n'est pas digne. Mais s'il combat et perd des hommes, on dit qu'il est irresponsable. S'il combat et gagne sans butin, on dit qu'il gaspille la poudre. S'il combat et gagne avec butin, on l'aime. Jusqu'à la prochaine semaine vide. C'est une balance qui ne se stabilise jamais. Et dans cette balance, il y a un poids invisible, le souvenir de Roberts. Pas seulement Roberts l'homme, mais Roberts le système. La cadence, la régularité, la machine. Les hommes qui ont suivi Anstis ont connu cette machine. Ils ont connu des prises qui s'enchaînent, des distributions qui font taire les jaloux, une discipline qui paradoxalement rend la vie plus simple. On obéit, on prend, on partage, on boit, on recommence. Avec Anstis, la vie est plus incertaine, plus improvisée, plus fragile. Et l'incertitude pour des hommes qui ont misé leur vie est insupportable. Alors la violence interne monte d'un cran, pas forcément en coup de couteau immédiat. D'abord en intimidation, en regard, en chuchotement qui s'arrête quand le capitaine approche, en plaisanteries qui ne sont pas des plaisanteries, en refus de saluer, en lenteur volontaire, en petites humiliations. Le capitaine sent qu'il perd le centre. Et quand un capitaine perd le centre, il peut tenter de le reprendre par un geste spectaculaire. Une prise audacieuse, une punition exemplaire. Une distribution généreuse qui le ruine mais achète quelques semaines de paix. Un discours parfois, sur l'honneur, sur la liberté, sur la fraternité. Mais les discours, sur un pont qui sent la sueur et la poudre, ne valent que s'ils sont suivis de pièces d'argent. Les pièces d'argent sont la vraie rhétorique. Anstis, dans cette période, est pris entre deux nécessités contradictoires. Il doit être assez dur pour tenir, assez généreux pour être suivi, et la générosité dépend du butin. Et le butin dépend de la chance, des routes, des vents, des informations, des ports, des chasseurs. Autrement dit, de tout ce qu'il ne contrôle pas. Alors il contrôle ce qu'il peut, les hommes. Ou il essaye. Mais contrôler des hommes qui ont choisi la piraterie, c'est comme essayer de tenir une poignée de sable. Plus on serre, plus ça glisse. Les disputes sur le partage deviennent plus fréquentes. On conteste les comptes. On conteste les barèmes. On conteste les privilèges. On conteste même la notion de prise commune. Certains veulent garder pour eux ce qu'ils ont arraché de leurs mains à l'abordage. Un pistolet pris sur un officier, une bague arrachée à un doigt, une bourse trouvée dans une cabine. Et le règlement dit souvent que tout doit être mis en commun puis partagé. Mais quand la faim est là, quand la peur est là, le commun devient une abstraction. Le commun devient une excuse pour voler. Et voler dans une société de voleurs est le crime suprême, parce que voler un marchand, c'est le métier. Voler un compagnon, c'est trahir le seul lien qui vous protège. Alors les accusations de vol interne sont explosives. Elles déclenchent des procès improvisés, des assemblées où l'on crie, où l'on jure, où l'on brandit des couteaux comme des arguments, et le capitaine, encore, doit arbitrer. S'il protège un homme, on dit qu'il protège un complice. S'il punit, on dit qu'il élimine un rival. Chaque décision creuse un fossé, et pendant ce temps, la mer continue de se remplir de voiles hostiles. Les chasseurs ne sont pas toujours des grands vaisseaux lourds. Souvent, ce sont des sloops rapides, des bâtiments légers, capables de remonter au vent, de poursuivre dans des eaux peu profondes, de surprendre. Ils n'ont pas besoin de gagner une bataille rangée. Ils ont besoin de vous forcer à fuir, à jeter du butin, à vous épuiser, à vous pousser vers un port où l'on vous attend. La chasse est une stratégie d'usure. Et l'usure, c'est exactement ce qui détruit un équipage pirate. Pas la défaite spectaculaire, mais la fatigue, la faim, la suspicion. Anstis le comprend, même s'il n'a pas les mots. Il le sent dans les visages, dans les yeux qui ne brillent plus, dans les rires qui sonnent faux, dans les mains qui tremblent un peu plus quand on charge un pistolet, dans les disputes qui éclatent pour rien. Et il y a un moment dans cette montée où l'on cesse de parler de prochaine prise, comme d'une certitude.
On commence à parler de si on trouve quelque chose. La nuance est minuscule, elle est énorme, parce que si ouvre la porte à toutes les alternatives, à la reddition, à la fuite individuelle, à la trahison, à la mutinerie. La mutinerie, elle aussi, commence par des mots, par des réunions informelles, par des hommes qui se rassemblent à l'avant, loin de la cabine du capitaine, par des regards vers le quartier maître, par des calculs, combien sommes-nous? Qui est avec nous? Qui hésite? Qui pourrait être acheté avec une promesse de part plus grande? Qui pourrait être neutralisé la nuit? On ne tue pas un capitaine sur un coup de tête. On le tue quand l'idée a circulé assez longtemps pour devenir acceptable, et l'idée devient acceptable quand le capitaine n'est plus vu comme celui qui apporte la part, mais comme celui qui la retient, même si c'est faux, même si c'est la mer qui retient, même si c'est la répression qui retient. La perception à bord est une réalité plus solide que les faits. Anstis, dans l'étau, est donc un homme qui marche sur une planche humide au-dessus d'un abîme, avec des hommes derrière lui qui tiennent la planche. Il peut avancer, il peut courir, il peut se retourner, mais il ne peut pas descendre. Et plus il avance, plus la planche devient glissante. Il y a des nuits où l'on entend le navire respirer, le bois craque, les cordages gémissent, la mer frappe la coque avec une régularité presque humaine. Et dans cette respiration, on entend aussi autre chose, le frottement d'une pierre à feu, le clic d'un chien de pistolet qu'on teste, le murmure d'une conversation qu'on ne veut pas entendre. Le capitaine, dans ces nuits-là, ne dort pas vraiment. Il ferme les yeux, mais il écoute. Il écoute parce que sa vie dépend de son minuscule, un pas trop léger, une planche qui grince au mauvais endroit, un silence soudain. La piraterie, à la fin de son âge d'or, n'est plus une aventure, c'est une paranoïa organisée. Et Anstis, qui a voulu être maître, découvre que le vrai maître, ce n'est ni la Navy, ni le gouverneur, ni même la mer, c'est l'équipage. L'équipage comme tribunal, l'équipage comme foule, l'équipage comme fin. La table du partage, autrefois promesse de justice, devient une table de négociation permanente, puis une table de chantage. Donne plus ou on te remplace? Prends moins ou on te tue? On ne le dit pas toujours ainsi. On le dit avec des sourires, avec des plaisanteries, avec des allusions, mais tout le monde comprend. Et quand tout le monde comprend, il ne reste plus qu'à attendre l'étincelle. L'étincelle peut être une prise ratée, une poursuite humiliante, une escale où l'on se fait refuser de l'eau, une maladie qui emporte un homme populaire, une punition jugée injuste, un partage jugé truqué, un capitaine qui, un jour, lève la voix trop fort ou pas assez. Dans l'étau, le moindre geste devient fatal. Anstis continue pourtant. Il continue parce qu'il n'a pas de retour simple. Un pirate ne rentre pas chez lui comme un marin licencié, il est recherché. Il est connu, ou du moins son nom circule, et même s'il pouvait se cacher, il devrait vivre sans la part, sans la table, sans cette économie de violence qui, paradoxalement, lui a donné une place. Alors il continue. Il prend ce qu'il peut, il fuit quand il faut, il menace quand il faut, il distribue quand il peut, il promet quand il n'a pas. Et chaque promesse non tenue, même involontaire, est une corde qu'on tresse autour de son cou. La mer, elle, ne fait pas de morale. Elle fait des statistiques, et les statistiques, à ce moment-là, sont contre lui. Plus les mois passent, plus les refuges se raréfient, plus les routes se surveillent, plus les équipages pirates se fragmentent, certains acceptent les pardons, d'autres se font prendre, d'autres se vendent. Et chaque pirate qui se rend ou qui est capturé devient une source d'information, un nom, un mouillage, une habitude, une description, un détail. Le monde se referme comme un piège à mâchoire, et à bord, on le sent dans une phrase qui revient de plus en plus souvent comme une prière inversée, on n'a plus le choix. Quand un équipage dit qu'il n'a plus le choix, il est prêt à tout. À attaquer plus gros, à brûler plus vite, à tuer plus facilement, à se vendre, à se retourner contre le capitaine. Parce que le capitaine, dans cette logique, devient une option parmi d'autres, une option qu'on peut supprimer pour tenter une nouvelle chance. Le partage encore, toujours. Mais désormais, ce n'est plus seulement le partage du butin, c'est le partage de la responsabilité. Qui est coupable de notre misère? Qui nous a menés ici? Qui a choisi cette route? Qui a refusé ce port? Qui a provoqué cette chasse? Qui a pris cette décision? Et quand on commence à partager la culpabilité, on finit par la concentrer sur un seul homme, celui qui porte le titre, celui qui se tient sur la dunette, celui qui, un jour, a promis plus que Roberts. Thomas Anstis avance dans ces eaux-là, avec un navire qui vieillit, des hommes qui se durcissent, des regards qui se refroidissent. Il a voulu la liberté, il a obtenu l'indépendance, et l'indépendance dans la piraterie tardive ressemble à une solitude au milieu d'une foule armée. La table du partage est toujours là, quelque part sur le pont,
taché de graisse, de rhum, de sel. On y pose des pièces, on y pose des couteaux, on y pose des comptes, on y pose des rancunes. Et on y pose sans le dire l'idée que le prochain partage pourrait être celui du pouvoir ou celui du sang. Le sang en mer ne se lave pas. On peut frotter le pont au sable, on peut verser des seaux d'eau salée, on peut gratter jusqu'à faire blanchir le bois, mais il reste toujours quelque chose, une teinte, une odeur, une mémoire. Et sur un navire pirate, la mémoire n'est pas un luxe d'historien, c'est une arme. Elle sert à compter les humiliations comme on compte les pièces. Quand l'idée du sang s'installe, elle ne s'annonce pas avec des tambours. Elle arrive par petites touches, comme la rouille sur une lame qu'on a mal essuyée. Un homme qui, au lieu de rire à une plaisanterie du capitaine, détourne les yeux. Un autre qui, au moment de la distribution, ne s'avance plus, reste en arrière, bras croisés, comme s'il observait une scène dont il n'est déjà plus complice. Un troisième qui, la nuit, ne dort pas à sa place habituelle, mais se rapproche de l'avant, là où les conversations se font plus basses, plus serrées, plus dangereuses. Thomas Anstis connaît ce langage. Il l'a appris sous Roberts, justement. Pas seulement la manœuvre, pas seulement l'art de prendre un navire au bon angle, mais l'art de sentir un équipage. Roberts, lui, avait cette capacité presque animale à couper court, à isoler un fauteur de trouble avant qu'il ne devienne un chef de faction, à faire du règlement un spectacle et du spectacle une leçon. Chez Roberts, la table du partage était un rituel qui, même quand il était brutal, avait une forme. Une forme, c'est déjà une discipline. Chez Anstis, la forme se défait. Et plus elle se défait, plus la mer autour devient hostile, comme si l'époque elle-même avait décidé de ne plus tolérer ces petites républiques flottantes. Les gouverneurs désormais ne veulent plus seulement la paix, ils veulent des têtes. Des exemples, des pendaisons publiques, avec des corps laissés à pourrir au bout d'une chaîne, à l'entrée des ports, pour que les marins les voient. En arrivant, pour que l'odeur fasse partie du paysage, la piraterie, qui avait été une nuisance, devient une obsession politique. On imprime des proclamations. On promet des récompenses. On encourage les dénonciations. On transforme les anciens pirates graciés en guides, en pisteurs, en chiens de chasse. Et dans ce monde-là, un capitaine pirate ne se bat pas seulement contre des canons. Il se bat contre l'idée que tout le monde, partout, peut être acheté pour le livrer. Alors Anstis se replie. Il cherche des marges. Des îles où l'on peut disparaître derrière une ligne de palétuviers, des mouillages où l'eau est assez calme pour réparer sans être vu de loin, des endroits où l'on peut faire ce que tout navire doit faire tôt ou tard, se refaire une peau. Carénaire, encore, toujours carénaire. C'est l'opération la plus humble et la plus vitale. On met le navire en position, on le déleste, on le couche, on expose son ventre, on gratte les coquillages, ces petites forteresses vivantes qui ralentissent la coque comme des boulets invisibles. On applique du goudron, on remplace des planches, on colmate des fissures, on travaille avec des outils qui ne sont jamais assez bons, avec des mains qui ne sont jamais assez propres, avec une urgence qui ne dit pas son nom. Si quelqu'un arrive maintenant, on ne peut pas fuir. Et c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que l'autorité d'un capitaine se mesure, parce que quand le navire est à nu, l'équipage aussi l'est. Les hommes sont sur la plage, torse nu, couverts de sueur et de goudron, les bras brûlés par le soleil, les jambes piquées par les insectes. Ils ont mal, ils sont fatigués, ils ont faim, et ils ont du temps pour parler. Le temps est le pire ennemi d'un pirate. Sur la mer ouverte, l'action impose une hiérarchie. On hisse, on vire, on tire, on obéit, parce que sinon on meurt. À l'ancre dans une anse, avec le navire en réparation, la mort est moins immédiate. Alors l'esprit se met à travailler, et l'esprit, chez des hommes qui vivent de violence, travaille rarement vers la paix. On parle du dernier partage. On parle de ce qui a disparu. On parle de ce que le capitaine a gardé. On parle de ce que le quartier-maître a oublié de compter. On parle des blessés, de ceux qui ont reçu leur compensation, de ceux qui attendent encore. On parle des morts et de la façon dont leurs parts ont été redistribuées. On parle des promesses de gros coups qui n'est jamais venu. Et inévitablement, on parle de Roberts. Roberts devient un fantôme utile, un étalon, un reproche. Sous Roberts, dit-on, on ne restait pas des semaines à gratter une coque pour finir avec des rations maigres. Sous Roberts, dit-on, on trouvait des prises. Sous Roberts, dit-on, on savait où on allait. Ce n'est pas toujours vrai. La mémoire embellit. Elle simplifie. Elle transforme un homme en machine. Mais elle a un effet concret. Elle retire à Anstis le droit à l'erreur. Et Anstis, lui, n'a pas le luxe de répondre par des pièces d'or. Il n'a pas sous la main un coffre à ouvrir pour faire taire les langues. Il a des comptes, des justifications, des explications. Or, sur un pont pirate, une explication ressemble à une excuse. Et une excuse ressemble à une faiblesse. La faiblesse, elle, attire les couteaux.
Il y a aussi dans ces années-là une tentation qui ronge les équipages comme le ver ronge le bois, la tentation du pardon. Le pardon royal n'est pas une abstraction. C'est un papier avec des mots, des signatures, des sceaux. On peut le toucher, on peut le lire, on peut le montrer. Et surtout, on peut imaginer ce qu'il promet, une fin de la fuite, une nuit sans guetteur, un repas sans peur, un lit qui ne bouge pas, une femme peut-être, un travail même misérable mais légal. La légalité, quand on a vécu traqué, devient une drogue, mais le pardon a un prix. Il faut se rendre, il faut se présenter, il faut livrer des informations, parfois, il faut accepter d'être humilié, et il faut croire que l'autorité tiendra parole. Or, dans les colonies, la parole d'un gouverneur vaut ce que vaut sa carrière, et sa carrière, elle dépend de sa capacité à montrer qu'il a nettoyé la mer. Alors les hommes hésitent, et dans l'hésitation, ils se divisent. Ceux qui veulent continuer voient les autres comme des lâches, ceux qui veulent se rendre voient les premiers comme des fous, et au milieu, il y a le capitaine qui doit choisir une direction sans perdre la moitié de son monde. S'il parle de pardon, on le soupçonne de vouloir sauver sa peau au détriment des autres. S'il refuse d'en parler, on le soupçonne de vouloir les entraîner tous à la corde. La corde. Toujours la corde, au bout de l'horizon. Anstis tente de maintenir l'équilibre avec ce qu'il connaît, les articles de bord, la procédure, la table du partage. Il fait compter, il fait peser, il fait diviser, il rappelle les compensations, il rappelle les règles contre le vol interne, il rappelle que le butin doit être mis en commun. Il rappelle en somme qu'ils ne sont pas une bande, mais une organisation. Mais l'organisation sans succès devient une prison, et l'équipage commence à regarder les règles comme on regarde des chaînes. Pourquoi respecter un barème pour une jambe perdue si la caisse est vide? Pourquoi donner une part au capitaine si le capitaine ne donne pas de prise? Pourquoi obéir à un ordre si l'ordre mène à des jours de faim? La logique pirate, quand elle se dégrade, devient d'une simplicité effrayante. Tout ce qui ne rapporte pas est suspect, même la prudence. Alors Anstis est poussé vers des coups plus risqués. Il le sent dans les regards, dans les phrases qui tombent comme des pierres. On ne va pas rentrer bredouille. On ne va pas mourir ici comme des chiens. Il nous faut quelque chose de gros. Le quelque chose de gros est le rêve de tous les équipages en fin de course. Un dernier coup, un coup qui permettrait de disparaître. De se racheter, de s'acheter une nouvelle identité, un coup qui effacerait les mois de misère. Mais les gros coups attirent les gros dangers. Et les gros dangers, dans ces années de répression, attirent la Navy comme le sang attire les requins. Les navires marchands, désormais, ne sont plus des proies dociles. Ils ont appris à se défendre, à gagner du temps, à tirer pour casser une vergue, à viser la mâture plutôt que les hommes. Ils savent que s'ils ralentissent le pirate, un chasseur peut apparaître. Et les chasseurs, eux, sont partout. Des sloops rapides, des bâtiments coloniaux, des corsaires autorisés, des capitaines qui connaissent les passes, qui ont des pilotes, qui ont des cartes, qui ont des ports où se ravitailler. Ils n'ont pas besoin de vous couler. Ils ont besoin de vous épuiser. L'épuisement à bord se voit dans les détails les plus prosaïques, dans la façon dont on pompe. Pomper, c'est la corvée la plus constante. L'eau s'infiltre toujours par les coutures, par les fissures, par les clous qui travaillent. Un navire vit avec une petite noyade permanente. Tant que les hommes pompent, il flotte. Quand il pompe moins, il s'alourdit. Quand il s'alourdit, il ralentit. Quand il ralentit, il meurt. Et quand un équipage commence à pomper moins, ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un signe. Un signe qu'on ne croit plus à la route. Un signe qu'on ne croit plus au capitaine. Anstis voit ces signes, il les voit et il tente de les corriger. Il menace, il promet. Il distribue ce qu'il peut. Il fait des exemples, mais chaque exemple, désormais, est interprété à travers un prisme de suspicion. Punir un homme pour vol, on dira qu'il protège ses favoris. Mettre quelqu'un au fer, on dira qu'il se comporte comme un officier de la Navy, comme ceux qu'ils ont fui. Réduire une part, on dira qu'il vole. Et voler, encore une fois, est le crime suprême. Le mot « voleur » sur un navire pirate est plus dangereux que « meurtrier ». Parce que le meurtre peut être justifié par la guerre, par l'abordage, par la nécessité. Le vol interne, lui, détruit le seul contrat qui tient l'équipage ensemble. L'idée que, malgré tout, malgré la violence, malgré la fuite, il y a une justice de partage. La table du partage dans ces semaines-là n'est plus un meuble. C'est un champ de bataille. On y pose des pièces? Oui. Mais on y pose aussi des accusations. On y pose des rancunes. On y pose des regards qui disent « Je me souviens ». Et la mémoire sur un navire n'a pas besoin d'être exacte. Elle a besoin d'être partagée. Il suffit qu'un groupe d'hommes se persuade que le capitaine a pris plus que sa part, qu'il a caché un bijou, qu'il a gardé une bourse, qu'il a fait passer un ami avant les autres, qu'il a promis une compensation et ne l'a pas payé,
qu'il a vendu une prise à mauvais prix, qu'il a négocié avec un rustler et s'est fait rouler, qu'il a été trop doux avec un prisonnier parce qu'il espérait en tirer un service, qu'il a été trop dur avec un autre parce qu'il voulait faire peur. Tout peut devenir preuve. Et dans un monde où tout peut devenir preuve, la vérité n'a plus de valeur. Seule compte la majorité. La majorité, elle se fabrique, elle se travaille, elle se nourrit de rhum et de colère. Elle se renforce dans les nuits où l'on boit pour oublier la faim, dans les après-midi où le soleil écrase le pont et où l'inaction rend fou, dans les moments où un homme, pour se donner de l'importance, raconte qu'il a entendu le capitaine parler de pardon ou qu'il l'a vu compter des pièces seul ou qu'il l'a vu écrire une lettre. Écrire une lettre. Voilà un geste qui, à bord, peut être fatal, parce qu'une lettre suppose un destinataire, un contact, une négociation. Et la négociation, dans l'esprit d'un équipage paranoïaque, ressemble à une trahison. Anstice, lui, est pris dans une contradiction qui le dévore. Pour survivre, il lui faudrait des contacts, des ports, des receleurs, des complicités. Mais pour garder son équipage, il lui faudrait être transparent, tout partager, tout montrer. Or, un capitaine qui montre tout perd son avantage. Et un capitaine qui garde un avantage perd la confiance. C'est une corde tendue au-dessus du vide, et la corde commence à vibrer. 1723 approche comme une saison de tempête. On ne la voit pas venir avec une date sur un calendrier, on la sent dans l'air. Dans la façon dont les hommes parlent de demain comme d'un concept incertain. Dans la façon dont on regarde l'horizon, non plus pour chercher une voile à piller, mais pour chercher une voile qui vous cherche. Dans la façon dont les armes sont nettoyées, non pas pour l'abordage, mais pour l'intérieur. Car il y a un moment où les armes, à bord, changent de cible. On continue de dire qu'on se prépare à la prochaine prise, mais on charge les pistolets avec une attention particulière. On garde une lame à portée de main même quand il n'y a pas d'ennemi. On dort avec un couteau sous la couverture. On se place sur le pont de manière à ne pas être pris de dos. Et le capitaine, lui, doit faire semblant de ne pas voir, parce que s'il montre qu'il voit, il accélère. S'il accuse, il provoque. S'il se protège trop, il confirme les soupçons. Alors il joue. Il sourit, il parle fort, il donne des ordres comme si l'ordre était encore naturel, mais l'ordre n'est plus naturel, il est contesté. Dans cette période, les mutineries ne sont pas rares dans la piraterie tardive, elles ne ressemblent pas toujours à une scène dramatique avec des cris et des drapeaux, souvent elles sont froides, calculées. On attend un moment où le capitaine est isolé, où ses hommes les plus fidèles sont de quart ailleurs, où l'alcool a fait son travail, où la fatigue a rendu les gestes lents, où le navire est à l'ancre parce qu'à l'ancre, on ne peut pas manœuvrer pour fuir. On ne peut pas se réfugier dans l'action. On choisit un mouillage, une île, une anse, un endroit où l'on peut régler une affaire sans témoins extérieurs. Et c'est là que la fin d'Anstice se dessine, non pas dans un duel héroïque contre un navire de guerre, mais dans une dispute de part, dans une crise de confiance, dans une mécanique sociale qui se grippe et qui, au lieu de se réparer, casse. Les récits qui nous parviennent de ces fins-là ont souvent quelque chose de brutalement banal, pas de grandes phrases, pas de dernières proclamations. Juste des hommes qui, un matin, décident que le capitaine n'est plus utile, qu'il est devenu un risque, qu'il est devenu un obstacle entre eux et leur survie, et quand un capitaine devient un obstacle, on le déplace ou on l'élimine. Anstice, à ce moment, n'est pas un naïf. Il sait ce que signifie une assemblée qui se forme sans lui, il sait ce que signifie un quartier-maître qui parle plus longtemps que d'habitude. Il sait ce que signifie un silence quand il arrive. Il sait ce que signifie un homme qui, au lieu de répondre « Hey », répond par un grognement. Mais savoir n'est pas pouvoir. Le pouvoir d'un capitaine pirate n'est pas celui d'un officier royal. Il ne repose pas sur une chaîne de commandement garantie par l'État. Il repose sur un contrat fragile. Je vous mène au butin, vous me suivez. Quand le butin manque, le contrat se renégocie. Et la renégociation sur un navire armé peut devenir un meurtre. La mutinerie de 1723, celle qui emporte Anstice, est l'aboutissement de cette logique. Les hommes qui l'abattent ne sont pas des ennemis extérieurs. Ce sont ceux qui ont mangé à la même gamelle, bu au même baril, tiré sur les mêmes voiles, partagé les mêmes nuits de peur. Ce sont ceux qui, un jour, ont voté pour lui, ou du moins ont accepté qu'il soit capitaine. Et maintenant, ils votent autrement, avec des armes. On imagine la scène sans romantisme parce que la mer ne romantise rien. Un pont humide, peut-être après une pluie courte et chaude, le bois glissant, l'air lourd. Les hommes rassemblés, pas tous, jamais tous, mais assez pour que le rapport de force soit clair. Des voix qui montent, une accusation, une autre. Le mot « part » qui revient comme un marteau, le mot « justice » qui sonne creux, le mot « pardon » qui déclenche une colère immédiate, parce qu'il signifie que certains pensent déjà à se sauver. Anstice parle, il tente de reprendre la main.
il rappelle les règles, il rappelle les risques, il rappelle que sans lui, ils ne sont qu'une bande, mais la bande, justement, n'a plus peur d'être une bande. Elle a peur d'être pendue. Et dans cette peur, elle cherche une solution simple. La solution simple, c'est un bouc émissaire. Le capitaine, c'est le bouc émissaire parfait. Il a le titre, il a la cabine, il a parfois une part plus grande, il a surtout la responsabilité symbolique, même si les décisions ont été collectives, même si les hommes ont poussé vers le risque, même si le quartier-maître a approuvé, même si la mer a décidé, le capitaine incarne. Et quand on veut se débarrasser d'une situation, on se débarrasse de l'incarnation. Le geste ensuite est rapide. Les mutineries réussies sont rapides. Elles ne laissent pas le temps à la réflexion, parce que la réflexion ramène la peur, et la peur ramène l'hésitation. On frappe, on tire, on poignarde, on assomme. On ne laisse pas au capitaine la possibilité de rallier des hommes, de se barricader, de négocier. Anstice est tué par les siens. C'est une phrase sèche, presque administrative, mais elle contient tout l'effondrement d'un monde. Un capitaine pirate qui a quitté Roberts pour être maître, finissant même l'honneur noir d'une défaite face à la Navy. Il finit comme finissent les chefs quand leur seule base de pouvoir est une foule armée, renversée par ceux-là même qui l'ont porté. Et après, il y a toujours le même silence étrange. Le silence qui suit une violence interne. Parce que tuer un ennemi extérieur soude, tuer un des vôtres fissure. Même quand on se persuade que c'était nécessaire, même quand on se raconte que c'était de la justice, il reste une sensation de seuil franchi. Si on a pu tuer le capitaine, on peut tuer n'importe qui. La règle ultime devient visible, la force. Alors on revient à la table du partage. Encore elle, toujours elle. On partage ce qu'il reste. On partage les armes, on partage les vêtements. On partage les papiers, peut-être. On partage même, parfois, les responsabilités. Qui va prendre le commandement? Qui va parler au prochain port? Qui va négocier un pardon? Qui va mentir le mieux? Car la mutinerie n'efface pas la répression. Elle ne fait pas disparaître les chasseurs. Elle ne rend pas les ports accueillants. Elle ne remplit pas les cales. Elle ne répare pas la coque. Elle ne guérit pas les blessés. Elle ne ressuscite pas les morts. Elle ne fait que changer un nom sur la dunette. Et souvent, dans ces fins de piraterie, changer un nom ne suffit plus. Le monde de 1723 est un monde où la piraterie n'a presque plus d'espace. Les grands capitaines tombent, les repères se vident. Les receleurs deviennent prudents. Les gouverneurs veulent des résultats. Les marchands s'organisent. Les routes se militarisent. La mer, qui avait été un refuge, devient un couloir surveillé. Alors l'équipage d'Anstice, après l'avoir tué, se retrouve face à la même réalité, mais sans même l'illusion d'une continuité. Ils ont brisé leur propre contrat. Ils ont prouvé qu'aucun article de bord ne tient quand la faim et la peur commandent. Ils ont prouvé que la démocratie pirate, si souvent vantée, peut se transformer en tribunal expéditif, puis en exécution. Et c'est là que la fin d'Anstice dit quelque chose de plus large que sa seule biographie. Elle dit que dans la piraterie tardive, l'ennemi n'est pas seulement le canon royal. L'ennemi, c'est la raréfaction des prises, des ports, des refuges, des marchés. Quand tout se raréfie, la violence se retourne vers l'intérieur, parce que l'intérieur est le seul endroit où l'on peut encore agir. On ne peut pas forcer la mer à donner une prise, on ne peut pas forcer un gouverneur à fermer les yeux, on ne peut pas forcer la Navy à disparaître, mais on peut forcer un homme sur le pont à tomber. Le partage au début était une promesse. Chacun aura sa part, chacun sera compensé, chacun aura une voix. À la fin, le partage devient une menace. Si tu ne donnes pas, on prend. Si tu ne convaincs pas, on te remplace. Si tu ne rapportes pas, on te tue. Thomas Anstice a vécu et est mort dans cette bascule. Il a quitté Roberts pour gagner la liberté d'être capitaine. Il a obtenu le titre. Il a obtenu la cabine. Il a obtenu le droit de décider de la route. Mais il a perdu ce que Roberts, paradoxalement, offrait à ses hommes. Une machine qui, tant qu'elle gagnait, contenait les rivalités. Sans machine, il ne reste que des hommes. Des hommes fatigués. Des hommes armés. Des hommes qui comptent. Des hommes qui se souviennent. Des hommes qui, un jour, regardent la table du partage et n'y voient plus des pièces, mais un verdict. Et quand le verdict tombe, il ne vient pas de Londres. Il ne vient pas d'un tribunal colonial. Il vient du pont lui-même, de la foule serrée, de la chaleur, du rhum, des rancunes accumulées, de cette justice improvisée qui n'a pas besoin de corde officielle parce qu'elle a des mains. La mer continue, indifférente. Elle emporte les traces. Elle polit les bords. Elle efface les noms sur les planches. Mais elle ne change pas la leçon brutale de ces années. À la fin de l'âge d'or, le pirate le plus dangereux pour un pirate, ce n'est pas toujours le chasseur à l'horizon, c'est l'homme qui partage votre baril, qui connaît votre sommeil, qui sait où vous gardez votre pistolet et qui, un matin, décide
que votre part est terminée.